Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, exo de colle 105 et on va attaquer un résultat important de la théorie de Fourier et même, je dirais, résultat fondateur de tout ce qui est développement en série de Fourier. J'ai nommé le théorème de Dirichlet. L'énoncé de l'exercice plus précis que nous allons attaquer aujourd'hui est le suivant. Nous avons f, une fonction continue depuis périodique de R vers R. On suppose que f admet une dérivée à droite et à gauche en tout point x réel. Et on veut alors montrer que la suite des développements partiels en série de Fourier de f, notée Sn de f, cette suite de fonctions converge simplement vers f. Et donc converge simplement signifie cette égalité-là, pour tout x réel. Donc voilà, c'est ça le théorème de Dirichlet. Alors bon, c'est ça. Dans sa plus grande généralité par rapport à tout ce que j'ai abordé dans la chaîne. Bien sûr, on pourrait étendre encore un petit peu plus cet énoncé en travaillant des fonctions qui sont continues par morceaux. Je vais en parler d'ici la fin de la résolution. Mais bon, pour le moment et pour l'exercice en lui-même, on va attaquer le cadre des fonctions continues depuis périodique de R vers R. Bien sûr, on peut aussi généraliser à n'importe quelle période. Cela demanderait donc de changer toutes les formules que vous voyez ici pour les calculs justement sur une période. Donc ici c'est 2π la période, mais on pourrait éventuellement travailler sur une période t, et dans ce cas-là, il faudrait changer pas mal de ces formules pour faire correspondre à la période grand T qu'on aurait choisie au préalable. Donc je vous rappelle la plupart des formules et résultats qui vont être utiles pour cet exercice. Donc les formules pour calculer les coefficients de Fourier, la formule du développement partiel en série de Fourier de f, pour tout n, le noyau de Dirichlet que nous avons étudié au petit exo de colle numéro 98, dont je rappelle certains résultats. Donc nous avons une expression un petit peu plus explicite du noyau de Dirichlet. Je me permets de souligner qu'ici j'ai mis le résultat pour n'importe quel U réel. Je sais qu'il y a la subtilité quand U est un multiple de 2π, mais en fait cette subtilité on peut l'outrepasser en disant que par prolongement, par continuité, on peut en effet retrouver le résultat en un multiple de 2π en notant que quand U tend vers un multiple de 2π, on trouve 2n plus 1 sur 2π. Donc exactement l'expression que nous avions établie dans ce petit exo de colle 98. On a également établi un lien entre Sn de f, f et les noyaux de Dirichlet, qui est en fait un lien de produit de convolution, comme j'en avais parlé précédemment, donc dans ce petit exo de colle 98. Je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil si vous voulez des détails autour de ces calculs. Nous avons également besoin du résultat de Riemann-Lebesgue, qui a été un résultat abordé sur la chaîne dans un ancien petit exo de colle, le petit exo de colle numéro 10. Je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à ce résultat avant d'aborder l'exercice. C'est une question de limite, de calcul d'intégrale sur un segment, où on a une fonction qui est continue sur un segment, et donc là ici dans le cadre d'une fonction continue sur un segment, bien sûr on pourrait l'aborder pour des fonctions continues par morceau, mais ici c'est dans le cadre de fonctions continues sur un segment, multiplié par une suite de fonctions périodiques du type sinus nt ou cosinus nt. Donc là dans cet énoncé c'était plutôt sinus nt, mais à savoir que cela pouvait s'aborder aussi avec cosinus nt, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est pour Riemann-Lebesgue, et je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil si vous voulez vous rappeler de l'énoncé exact, ou même revoir la preuve de ce résultat, qui est assez sympa et qui est tout à fait abordable en classe préparatoire. Et puis d'aller jeter également un coup d'œil au petit exo de colle numéro 97, qui sera assez utile autour des calculs que nous allons aborder dans cet exercice, puisqu'il va y avoir des calculs qui sont liés à des calculs que nous avons fait ici, et les questions d'orthogonalité vont permettre de simplifier ces calculs. Donc on ne va pas hésiter à le faire. Bien, je vais faire une dernière petite parenthèse avant de vous laisser le temps à la réflexion. La question de dérivation à droite et à gauche, qu'est-ce que c'est? Dire que f est dérivable à droite, disons ici, en x, ça signifie que la limite quand h tend vers 0, 0 plus de f de x plus h moins f de x plus sur h existe et est fini. Je me permets de rappeler que f de x+, si vous n'avez jamais vu cette notation auparavant, c'est la limite, quand h tend vers 0+, de f de x plus h. Donc c'est ça, avoir la dérivabilité à droite et avoir la dérivabilité à gauche, c'est un peu le même genre, sauf que là vous prenez h tendant vers 0 par valeur négative, et vous prenez ici f de x-, x- étant la limite quand h tend vers 0- de f de x plus h. Voilà.
Donc en fait c'est f de x plus et x moins, on peut s'en rendre compte un peu plus facilement de ce que c'est par une petite image d'une fonction qui est continue par morceau et justement où il y a un saut en x. Voilà, je fais un exemple. Bon bah, ici disons c'est x. Et bien la valeur qu'on atteint ici en faisant la limite quand x tend vers, quand on prend y qui tend vers x par valeur négative, alors là on va avoir f de x moins, et ici on aura f de x plus. Et donc avoir une dérivabilité à droite et à gauche, c'est un peu le fait de pouvoir calculer une demi-tangente, soit à gauche, soit à droite. Essentiellement c'est ça l'idée. Et donc, sous cette condition, en plus d'avoir la continuité de la fonction, on verra encore une fois à la fin de la résolution qu'on peut étendre aux fonctions continues par morceau, eh bien, on est capable de dire que la fonction est finalement développable en série de Fourier, et que ce développement en série de Fourier coïncide exactement avec la fonction, quand on prend la série en entière, bien sûr. Bon voilà, je pense avoir dit l'essentiel autour de l'exercice, cet exercice qui est tout à fait abordable en deuxième année de classe préparatoire. Alors j'ajouterai juste un dernier truc, il faut vraiment voir cet exercice comme un aboutissement d'un sujet concours. C'est pas vraiment un exercice vu comme exo de colle à poser, c'est plus un exercice qu'il faut voir comme un aboutissement de sujet en disant vous avez attaqué un sujet où vous avez vu le petit exo de colle 98 en énoncé d'exercice, vous avez vu ce théorème ou ce lemme, parce que souvent on l'appelle plutôt lemme, ce lemme de Riemann-Lebesgue, et puis 2-3 trucs autour de l'orthogonalité d'une famille de fonctions par rapport à un certain produit scalaire. Donc il faut vraiment voir plutôt ce résultat-là comme un aboutissement de sujet plus qu'un exo de colle en tant que tel. Et donc je vous invite fortement à travailler les précédents exercices que j'ai mentionnés ici avant d'attaquer cet exercice. Ça vous permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble du résultat que nous allons démontrer aujourd'hui. Bon, maintenant j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, donc comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un joli exercice. Hop. De refaire la démonstration du théorème de Dirichlet si vous l'aviez déjà fait auparavant, ou de découvrir ce résultat, et en tout cas chercher à le démontrer proprement. Je pense que ça, je trouve ça vachement chouette. Bon, alors, résolution, comment ça marche? Le but du jeu, ça va être de démontrer que ce Sn de f de x tend vers f de x pour tout x dans R. Donc, autrement dit, que la limite de la différence est égale à 0. Alors, on va essayer de se lancer comme ça. Et on va prendre maintenant x un réel. Et on a alors, pour tout n entier naturel, la chose suivante. Sn de f de x moins f de x, on va pouvoir le réécrire autrement. On va se servir de l'expression que nous avions établie lors du petit exo de colle numéro 98, ce produit de convolution, et écrire qu'on a l'intégrale de moins pi à pi, donc de, faisons pas de bêtises, f de x moins u dn de u du moins f de x. Alors si on regarde la tête de la fonction dn, on remarquera que la fonction dn est une fonction paire. Étant donné que c'est une fonction paire, on va pouvoir simplifier un petit peu le calcul de l'intégrale et jouer justement avec cette parité. Alors on va essayer d'y jouer mais sans trop de difficultés. Alors il y a ça, et puis en plus de ça, il y a un autre truc, c'est que j'aimerais faire intervenir dn également par rapport à la fonction f. En fait, ce que je voudrais, c'est une expression qui s'écrit vraiment sous la forme d'une seule intégrale. Alors je vais peut-être plutôt d'abord faire ça, mettre tout sous une seule forme d'intégrale, et après faire une petite manipulation pour me retrouver avec... je suis juste en train de réfléchir qu'est-ce qui est le plus simple. Je pense que je vais quand même mettre le f de x avant. Pour pouvoir mettre le f de x avant, je vais constater que l'intégrale de moins pi à pi de dn de u du, c'est égal à 1. Et ça, c'est via les résultats du petit exo de colle numéro 97. C'est à cause du fait que les fonctions cosinus kx forment une famille orthogonale, et donc par conséquent, quand vous faites 1 fois un cosinus, si ce cosinus n'est pas un cosinus 0x, eh bien ça va donner toujours 0. Et l'intégrale était donnée entre 0 et 2pi, mais vous pouvez très bien faire le calcul sur n'importe quelle période, ça pose aucun problème. D'accord ?
Donc là, quand je dis n'importe quelle période, c'est n'importe quel, bien sûr, intervalle de longueur de pi ici. Donc ça revient juste à calculer l'intégrale entre moins pi et pi de 1. Et ça fait 2pi, mais divisé par le 2pi qu'il y avait devant, et ça donne bien 1. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, ça explique pourquoi cette intégrale vaut 1. Ça veut dire alors qu'ici, on peut s'amuser à écrire, disons qu'on met ça entre parenthèses, on peut s'amuser à écrire maintenant intégrale de moins pi à pi de f de x moins u moins f de x, le tout fois dn de u du. Et maintenant, on peut s'amuser à utiliser la parité de dn de u. Alors, on va le faire proprement. On va d'abord utiliser châle, moins pi à 0, f de x moins u moins f de x, dn de u du, plus intégrale de 0 à pi de f de x moins u moins f de x, le tout fois dn de u du. Très bien. Et donc maintenant, si j'utilise la parité, je peux faire le changement de variable u égale moins v ou v égale moins u, peu importe. Et alors, je vais me retrouver avec intégrale, à cause du changement de variable qui va faire que le du va devenir un moins dv. Le moins va me permettre de réchanger les bornes de l'intégrale, ce qui me fait avoir l'intégrale de 0 à v. Et ici, je vais écrire 0 à pi, pardon. Je vais pouvoir écrire f de x plus v moins f de x dn de moins v, mais dn de moins v c'est égal à dn de v. Donc là c'est vraiment par le fait que dn est pair. Je le répète si je ne l'ai pas déjà dit. Donc c'est le fait que dn est pair, et ça c'est assez clair parce que là on l'écrit sous forme de somme de cosinus. Et les fonctions cosinus qui sont en jeu sont bien des fonctions paires. Pas de problème. Toutes les fonctions qui sont là sont bien des fonctions paires. dv, et puis ensuite plus l'intégrale de 0 à pi de f de x moins u moins f de x dn de u du. Puis après, on peut remettre v égale u et rassembler les deux intégrales pour obtenir intégrale de 0 à pi de f de x. Alors réfléchissons un peu, donc f de x plus v, donc là j'aimerais quand même essayer de l'écrire correctement pour qu'on puisse suivre. Donc f de x plus u moins f de x plus f de x moins u moins f de x. Et là je vais utiliser l'expression explicite de dn de u. Je vais mettre un 1 sur 2pi en facteur, le 1 sur 2pi qui est ici, et après je vais mettre les sinus, donc je vais mettre ici sinus de u sur 2, et ici je vais mettre sinus de n plus 1 demi fois u du. Bien, alors maintenant on va regarder de plus près la régularité de la fonction qui est ici, et notamment se poser des questions sur ce qui se passe en 0. Si la fonction est suffisamment régulière, on va ensuite s'amuser à développer ce truc-là, et en développant ce truc-là, donc là, c'est le moment où on va s'amuser. En développant ce truc-là, on va retrouver des formules qui vont nous permettre d'utiliser le théorème de Riemann-Lebesgue. Donc c'est exactement là la stratégie à adopter. Donc dans un premier temps, on a manipulé le produit de convolution pour se ramener à ce genre d'expression. Et maintenant, en étudiant la régularité de ce truc-là, on va chercher à appliquer Riemann-Lebesgue pour conclure qu'en fait, cette suite d'intégrales-là va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Bien, donc là on vient de établir cette expression que je vais maintenant réécrire. 1 sur 2pi intégrale de 0 à pi de f de x plus u. Ça va prendre un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à faire un saut dans la vidéo. f de x moins u, à moins que vous voulez me voir écrire et vous amuser à réécrire en même temps que moi. Sinus de u sur 2, sinus de n plus 1 demi, u du. Voilà, bon, très bien. Donc ça c'est Sn de f de x moins f de x. Alors. Donc maintenant on va étudier la régularité de la fonction qu'on a mis là en facteur par rapport à sinus de n plus 1 demi fois u. Posons.
hx de u comme étant, là je ne vais pas réécrire, cette chose-là. Cette chose-là, c'est tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut constater concernant cette fonction? On peut constater que cette fonction, bah, elle est impaire déjà. D'accord? Donc première chose à constater, c'est qu'elle est impaire. Donc, oui, c'est ça. Donc, hx est... Alors je vais dire entre guillemets impair, car il y a encore un souci à régler. En 0. Qu'est-ce qu'il en est en 0? On va y venir, mais en effet, il y a une espèce d'imparité qui apparaît, parce que bah, on a bien affaire à, si vous remplacez u par moins u, on est bien en train d'échanger le rôle de x moins u qui est ici avec le x plus u qui est ici. D'accord? Et donc bon, bah, ça ne change absolument rien au calcul final, donc pas de problème. Ah oui, non, j'ai dit une bêtise, elle n'est pas impaire, elle est... attendez, j'ai juste réfléchi 2 secondes, que je fasse pas de bêtise. Donc oui, pardon, il y a le sinus de u sur 2, faut pas l'oublier, lui là. Donc à cause de ça, bah, ça va devenir pair finalement. Ok. Ok. Elle va devenir pair. Je réfléchis 2 secondes, mais... est-ce qu'elle va bien faire ce que je souhaite? Ah non, elle est bien... Oh, excusez-moi, hein, petit bug, ça arrive. Elle est bien impaire, parce qu'en fait, elle est paire en haut, c'est ce que je commençais à remarquer là. Elle est bien paire en haut, mais c'est le sinus qui change de signe. J'ai été perturbé par le sinus de u sur 2. Rien de grave, on souffle. Donc là, on va avoir un moins qui sort, et voilà, tout va bien, la fonction est bien impaire. Ok, chouette. Alors maintenant, un autre truc que je veux constater, c'est qu'en est-il de la limite en 0? Et pour la limite en 0, bah, en fait, on va devoir distinguer 2 cas ici. On va devoir regarder la limite quand u tend vers 0 plus, et la limite quand u tend vers 0 moins des deux fonctions, donc c'est-à-dire de hx de u. Et suivant ce que l'on fait, on ne va pas obtenir le même résultat. Si je regarde la limite quand u tend vers 0 plus, alors on peut faire un équivalent et constater ici qu'on va avoir un 2 qui va apparaître, un fois 2 qui va apparaître, et puis ce sinus de u sur 2 étant équivalent à u sur 2, il y a un divisé par u. Et si on regarde f de x plus u moins f de x sur u, ça correspond à la dérivée à droite. Donc en fait, on va avoir la dérivée à droite, qu'on peut noter comme ceci, f des primes de x. Et de l'autre côté, pareil, si on fait un petit peu gaffe à ce qui a été écrit, on va avoir la dérivée à droite. Si on ne fait pas de bêtises. Oui, ça va être ça. Donc on va avoir la dérivée à droite. Ouais. Donc on va avoir la dérivée à gauche, pardon. Donc on va avoir f', alors si j'ai pas fait de bêtises, ça doit être un plus, f' gauche de x. Et on n'oublie pas le x2 à cause du divisé par 2 ici, donc il y a un x2. Je réfléchis, que j'ai pas fait de bêtises, mais normalement c'est bien ça. Ouais. Et donc maintenant, si u tend vers 0 moins, alors là on va avoir un petit schmilblick. Le petit schmilblick, c'est que là, quand u tend vers 0 moins, là on est en train de se rapprocher finalement de f de x moins, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'on est en train de diviser aussi par un u négatif. Or, pour la dérivée à gauche ou à droite, peu importe, on regarde normalement u positif, donc il va y avoir un signe moins. Donc au final, on va avoir moins 2 fois f des primes de x moins 2 fois f g' de x. Je pense que j'ai pas fait de bêtises. Ok, donc on a ça, très bien. Et vous pouvez constater que les limites à gauche et à droite donnent des limites qui sont finalement symétriques par rapport à 0. Donc en fait, on va pouvoir prolonger par imparité notre fonction en une fonction qui est continue par morceau, et en disant qu'en 0, ça vaut 0. Hx est donc prolongeable de façon unique en une fonction impaire, donc continue par morceau. On notera d'ailleurs,
ce que j'ai besoin de l'écrire. C'est bon. Donc une fonction continue par morceau impair. Ok. En posant hx de 0 égale 0. Très bien, chouette. Et donc notre fonction elle est quand même continue par morceau. Alors d'ailleurs ici j'allais commencer à dire un des sauts et seul saut qu'il va y avoir entre 0 et pi, parce que bon il faut quand même... Donc là ici on ne va pas regarder cette fonction continue par morceau n'importe où, on va la regarder sur moins pi pi. Qu'à faire. Mais il faut constater que dans cet intervalle-là, le seul saut qu'il y a, c'est en 0. D'accord? Donc c'est le seul saut qu'il va y avoir. Très bien, je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant que j'ai réussi à montrer cette régularité, sachant qu'on a constaté aussi cette imparité qu'on pouvait continuer à amener, alors ben, je vais, comme je l'ai dit tantôt, développer le sinus de n plus 1,5. Et donc, bah, sinus de n plus 1,5, je vais l'écrire. Donc, je vais avoir Sn de f de x moins f de x qui va s'écrire, alors qu'on ne fasse pas de bêtises, 1 sur 2 pi, intégrale de 0 à pi, donc de hx de u. Et si je développe, sinus, il est intelligent. Je vais donc avoir sinus de u sur 2 cosinus de nu plus 1 sur 2 pi, intégrale de 0 à pi, hx de u, cosinus de u sur 2, sinus nu, du. Or, les fonctions qui sont ici et ici sont des fonctions, donc or, u qui associe hx de u, sinus u sur 2, et u qui associe hx de u, cosinus u sur 2. Ce sont tous deux des fonctions continues par morceau. Sur 0 pi. Et donc, et on pourrait même dire continue sur l'intervalle ouvert, mais ici, bon, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'avoir une continuité sur le segment, 0 pi. Et donc, bah, ces deux fonctions, elles vont avoir... elles sont suffisamment régulières pour pouvoir appliquer le théorème, le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors bon là c'est vrai que on en a besoin dans le cadre des fonctions continues par morceau. Nous on l'avait traité que pour les fonctions continues, mais les fonctions continues par morceau, si on regarde les fonctions continues par rapport aux fonctions continues par morceau, les fonctions continues forment un ensemble dense parmi les fonctions continues par morceau. Donc par densité, ce qu'on sait pour les fonctions continues va être vrai pour les fonctions continues par morceau. Donc le théorème de Riemann-Lebesgue, ou le lemme de Riemann-Lebesgue, nous permet de dire que chacune des deux intégrales qui sont ici tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc par conséquent, on vient de montrer que Sn de f de x moins f de x, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Sn de f de x moins f de x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ok, donc je suis juste en train de réfléchir un petit peu à ce que j'ai écrit, juste pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises, mais je pense que ça devrait être correct. Je suis juste encore en train de me poser la question s'il n'y avait pas un signe pour les dérivés à gauche et à droite. Alors, laissez-moi juste vérifier 2 secondes. Donc, si u tend vers 0+, là ici je vais avoir en effet du 2 fois, et là ça va être ça divisé par u, tout est positif, donc ça va être bien la dérivée à droite. Et ici, on est bien en train de faire x moins h moins f de x sur h, sur u. Ah non, il y a bien un moins, c'est bien ce que je me disais. Voilà, ok. Il y a bien un moins parce que normalement, je me permets de le réécrire. Donc limite, quand h tend vers 0+, et normalement je dois faire f de x moins h moins f de x sur h. Enfin, f de x plus h, pardon. Et du coup là, je suis en train de remplacer par moins u.
Et en remplaçant par moins U, ici j'ai U, donc il y a bien un problème de signe. Donc si je mettais un moins ici, donc là je fais ça, je fais un moins, mais il faut que je mette un moins ici pour que ce soit bien la dérivée à gauche. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc il y a bien une erreur de signe, c'est un moins, et donc ici c'est un plus. Voilà, beaucoup mieux. Ok. Je me disais, mince, il devait y avoir une soustraction, donc bon, j'espère, hop, que c'est pas trop perturbant. À mon avis, ça ne devrait pas être très perturbant, parce que de toute façon, ça change rien au raisonnement en tant que tel. Hein. Le seul truc important, c'est de constater que notre fonction hx est assez régulière, hein, c'est une fonction continue par morceau, pour pouvoir appliquer Riemann-Lebesgue et enfin conclure. Donc c'est ça, je pense, le point important, après avoir établi cette formule qui vient de ce qu'on a fait dans le petit exoscale 98. Donc voilà, on vient donc d'établir que, en effet, notre fonction f est développable en série de Fourier et que cette suite de développement en série de Fourier va converger simplement vers f. Alors, petite subtilité, qu'en est-il si la fonction était continue par morceau en x? Eh bien, dans ce cas-là, on aurait plutôt écrit que la limite, ce serait ceci. Donc, continue par morceau, on va l'écrire comme ça. Donc, continue par morceau depuis périodique. Si on avait ça, alors dans ce cas-là, il aurait fallu vraiment distinguer ce qui est à gauche de à droite. Car ici, on a un peu de chance, en fait. Le f de x, ici, c'est la même chose que f de x plus, et c'est la même chose que f de x moins. Donc il n'y a pas de problème par rapport aux dérivés à gauche et à droite là-dessus, c'est vraiment en fait la même chose partout. Donc les f de x plus, f de x moins, il n'y a pas besoin de les distinguer. C'est là l'avantage que nous avons en ayant supposé qu'on avait affaire à une fonction continue. Mais si la fonction n'est pas continue, il faut vraiment mettre en avant la question de dérivée à gauche et dérivée à droite. Et vous le voyez ici en fait avec cette expression que en effet c'est hyper important. Et donc comme c'est hyper important, il faut vraiment le faire ressortir et voilà quoi. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin vraiment de ce f de x plus et f de x moins. Ouais, je pense que je vais pas... Ouais, voilà. Donc ça c'était le point important que je voulais souligner pour ce qu'il en est des fonctions continues par morceau. Ce qui fait que ça peut donner des résultats un peu bizarres, hein, suivant la fonction qu'on est en train d'étudier, la fonction qui correspond au signal qu'on est en train d'étudier. Ça peut donner des résultats assez bizarres quand on a des fonctions escaliers ou des fonctions triangulaires un peu bizarres ou en pente assez bizarres. Bon, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un saut, on est en train de faire la moyenne de la limite à gauche par rapport à la limite à droite. Ce qui peut paraître à la fois étrange, mais plus ou moins normal aussi par rapport surtout au calcul qu'on vient de faire en fait. Mais par rapport au résultat lui-même, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant de constater ça. Bon voilà, c'est un très joli résultat que nous verrons en action d'ici quelques temps, parce que j'aimerais encore établir quelques autres résultats importants de tout ce qui est développement en série de Fourier, notamment le théorème de Parseval, et puis ensuite le théorème de Fégère. J'aimerais bien en parler un petit peu aussi de ces résultats-là, qui sont d'autres résultats de convergence de ces développements en série de Fourier partiels par rapport à la fonction f. Donc il va falloir laisser un peu le temps à ça pour pouvoir ensuite vous proposer un exemple de fonction dont on calculera son développement en série de Fourier, et on en verra justement un truc, on pourra en tirer, en tout cas un résultat que vous connaissez bien, par exemple le calcul de zeta de 2, ce fameux calcul de la somme des 1 sur n carré, que nous avons déjà fait sur la chaîne, dans un autre cadre, en tout cas présenté différemment. Et bien là on pourra en reparler, car en effet pour démontrer cette valeur, on peut le faire en utilisant ces formules ou ces théorèmes de Dirichlet, de Parseval, ces choses-là. Et donc on peut même calculer des sommes un peu plus compliquées d'ailleurs, liées à la fonction Riemann, à la fonction zeta de Riemann. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant, et si ça vous intrigue, il va falloir s'accrocher un petit peu, car on a encore quelques résultats à établir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici ça sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette, de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!